Je sais même pas quoi faire comme intro parce que il y a du très très bon, mais je suis ressorti un peu mitigé quand même. 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons aujourd'hui parler de 28 ans plus tard, la suite évidemment des deux précédents opus, 28 jours plus tard sorti en 2003 et 28 semaines plus tard sorti en 2007. Et ça raconte l'histoire que 30 ans après que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique, alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection. Lorsque l'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. Bon, ça raconte pas vraiment ça le film, mais pour vraiment qu'il y ait aucun spoil entre guillemets, mais pour pas qu'il y ait vraiment de spoil de l'intrigue principale, on va dire que c'était mieux qu'ils aient dit ça comme ça pour le synopsis. Du coup, ce 28 ans plus tard, c'est réalisé par Danny Boyle qui avait déjà réalisé le premier opus. C'est écrit par Alex Garland, hein, c'est important de le préciser parce que lui aussi, du coup, avait écrit déjà le premier scénar pour 28 jours plus tard. Voilà, les deux gars sont très très potes pour le premier opus. Le deuxième opus, je crois que ça avait rien à voir. C'est pas avec eux. Ouais, non, le deuxième, ça a rien à voir du coup avec eux. Après, c'est forcément des noms que vous connaissez, parce que hormis ça, Danny Boyle, c'est celui qui a aussi fait Petit meurtre entre amis, Trainspotting, La plage, Slangdon au milliard et 27 heures. Alex Garland, il est du coup aussi initié dans le projet de La plage et Ex Machina. Plus récemment, du coup, dans Civil War et Warfare. Le film, il dure un petit peu moins de 2 heures. C'est déconseillé au moins de 16 ans, évidemment. C'est avec évidemment Aaron Taylor Johnson qui est la tête d'affiche entre guillemets du film, que vous avez pu voir voilà, dans Kick-Ass, dans le dernier Marvel Sony tout pourri, là, j'en ai fait la critique, dans les Avengers. Joggy Comer qu'on avait vu récemment dans The Backriders, qui est un excellent film dont j'ai aussi fait la critique, et Ralph Fiennes, qu'on ne présente plus pour ceux qui, pour les plus connus, voilà, c'est celui qui joue Voldemort et qui a fait du coup surtout ces derniers temps le très très bon Conclave que je n'ai pas vu et qu'il faudrait vraiment que je vois. Après voilà, on le voit aussi dans les James Bond, on le voit aussi dans les listes de Schindler, voilà, c'est Ralph Fiennes, c'est quand même quelqu'un. Alors le film a pour budget 60 millions de dollars, c'est sorti le 18 juin, j'ai été le voir le 23. On est à 30 millions dans le monde et à 30 millions aux US, donc on est à pile 60 millions. Le film a déjà remboursé son budget, mais vous le savez, il faut que ça fasse au moins 2,5 fois plus minimum. Donc le film devra faire 120-150 millions pour être bien rentable. De toute façon, la suite a déjà commencé, a été tournée, il prévoit une trilogie. Le prochain s'appellera du coup le 28 Years Later The Bone Temple. Début de son tournage, voilà, fin 2024 et sortira en 2026. Et dans la logique, on retrouvera Cillian Murphy, qu'on avait dans le tout premier opus de 28 jours plus tard. On le retrouvera normalement, je pense, dans cette suite. Il est déjà producteur de ce premier opus de cette nouvelle trilogie, de ce 28 ans plus tard du coup. Et alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, dans l'ensemble, j'ai quand même très bien aimé. Évidemment, je suis sorti de la salle un peu mitigé, mais je vais m'expliquer pourquoi. Je vais reprendre un peu les parties techniques pour la no spoil, et on reviendra plus sur le scénario et sur certains éléments pour la partie spoil. Déjà, l'histoire dans l'ensemble, on se retrouve vraiment dans le même univers, on le comprend bien, c'est en Angleterre, c'est sur une petite île qui est juste à côté de l'Angleterre, et on retrouve du coup cette famille où du coup Aaron Taylor Johnson, c'est le papa. Et c'est cool de le voir dans ce rôle plus mature, d'être un père cette fois-ci. Il y a sa femme du coup, et on a le gamin. Tout un petit rite initiatique où il faut que le gamin découvre un peu comment survivre et tout. Tout ça dans une première partie, qui est, je trouve, la meilleure partie, et on y retrouve plein de points positifs, et je vais y revenir. Et on a ensuite cette deuxième partie, où c'est plus du coup cette fois l'enfant et la mère. Et là, c'est un peu plus rompiche, c'est un peu plus chiant. J'ai eu vraiment cette impression que la première partie et la deuxième partie, ça a été écrit et réalisé par deux personnes différentes. On n'a pas l'impression du coup que c'est vraiment toujours la même personne qui est sur tout le long métrage, alors que si, bien évidemment. Et on y retrouve après le personnage de Ralph Fiennes un peu plus tard. Il y a tout un truc qui est développé par rapport au lore, au lore du truc zombie qui est assez cool, c'est que
Il n'y avait pas ça dans les précédents, de ce que je me souviens, parce que le premier, je l'ai vu quand j'étais ado, donc je m'en souviens quasiment plus. Le deuxième, j'en ai plus aucun souvenir. Je me demande même si j'ai pas vu le film, en fait, parce que, évidemment que le premier, on se souvient tous que c'est Cillian Murphy, il était génial, il était exceptionnel. Le deuxième, quand j'ai vu que c'était avec Jeremy Renner, j'étais wesh, mais what the fuck, est-ce que j'ai vraiment vu ce film, en fait? Je m'en souviens même plus. Je suis quasi sûr que oui, mais j'ai plus de souvenirs. Et là, on rentre vraiment, c'est 28 ans plus tard, hein, cette fois-ci, donc le lore zombiesque, si on peut dire ça comme ça, a eu le temps de se développer, où du coup, maintenant, il y a des catégories de zombies différentes. Voilà, on a des très gros zombies qu'on appelle un peu des rampants. On a des zombies qui sont un peu plus, maintenant, intelligents, où le virus, du coup, les a un peu fait muter. Ça sert un peu, ils le disent, de stéroïdes pour eux, un peu, où ils sont plus grands, plus musclés, plus intelligents. C'est vraiment des chefs de meute, on les appelle des alphas, du coup. Ou des berserks selon certains personnages. Et du coup, tout ça, c'est vachement intéressant. Mais du coup, voilà, ce qui est vraiment le plus incroyable dans ce film, c'est sa mise en scène, sa façon dont c'est filmé, les caméras, son montage, les plans, la photographie, les couleurs, tout est très beau, tout est magnifiquement bien filmé, c'est hyper original, c'est très dynamique, c'est hyper tendu comme film, t'es sous pression tout le temps. Je parle de la première partie surtout. Et on t'en envoie plein la gueule, quoi. C'est hyper dégueulasse aussi, on y va bien quand même. Il y a des scènes un peu étranges. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boost, boost, boost. Et toute la première partie, on est vraiment sur quasiment un perfect, j'ai envie de dire. Avec, franchement, mais il y a des plans de nuit où là on utilise plus d'effets numériques, avec des nuits étoilées, avec des aurores boréales, avec la mer, avec l'eau, où on voit vraiment que là il y a plein d'effets numériques qui sont utilisés, mais c'est beau, c'est bien fait. Alors qu'à contrario, la plupart du temps, ce qui fait que le film est magnifique et très beau, c'est que tout est réel, tout est palpable, on tourne vraiment dans des décors extérieurs. Alors apparemment, tout le film a été tourné avec des iPhones, bon, avec des objectifs et plein d'accessoires qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc évidemment que ça fait qu'on retrouve ce côté beaucoup plus filmique que nous, ce qu'on pourrait faire avec notre iPhone, évidemment. Ils ont utilisé aussi des trucs de ouf avec plusieurs iPhones connectés entre eux, genre 28 je crois, les uns à côté des autres, pour faire des plans, des espèces de plans saccadés, où par exemple quand un zombie va se prendre une flèche dans la gueule, bah, au lieu d'avoir juste un changement de caméra, on voit juste une flèche qui arrive dans sa gueule, bah, on va avoir du coup l'enchaînement de tous les iPhones qui ont été placés autour du zombie qui se prend la flèche, mais en même pas une seconde, et du coup ça fait plein d'effets grave stylés. Franchement, la mise en scène, tout ce que fait du coup le réel avec sa caméra est incroyable. Danny Boyle est un génie dans son genre là, il ramène un peu de l'originalité dans ces films d'horreur qui sont tous les mêmes un peu ça m'étend, et encore je dis ça parce que je vais en voir très peu. Le dernier que j'ai vu entre guillemets d'horreur, c'était non, c'était pas Sinners, j'avais vu Until Dawn, c'était nul à chier, alors que Sinners c'était hyper stylé, hyper original, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Vous allez qu'à voir ma critique pour ceux qui veulent voir. Mais ouais, non, putain, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'était bien fait. Don't look at what's in front of you. Boost, 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 moving up and down again. La BO aussi est exceptionnelle. Ça te fout sous une pression monstre. On a aussi on a une vieille musique qui est réutilisée ici, qui servait déjà au générique, qui est oppressante de fou. On a aussi des plans d'archives qui sont réutilisés, donc je sais pas trop pourquoi c'est là, mais en tout cas ça te met une certaine bonne pression. Est-ce que c'était dû à cette communauté, le message qu'on veut nous faire dire par rapport à comment ils sont aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas ça marche de fou, là, tous les sons qui sont ici utilisés, la bande son est super impressionnante et super cool et super stylée. Le casting marche super bien, tous les acteurs sont hyper bien, tous. Alors oui, au niveau du scénar, il y a certains personnages que tu vas aimer et d'autres que tu vas un peu détester, peut-être. Ça dépend un peu des goûts et des couleurs. Il y en a qui sont vraiment un peu chiants, un peu lourds, et il y en a certains que tu as envie de voir mourir, ou il y en a certains que tu veux pas voir. Et l'inverse, il y en a que tu kiffes et que tu vas pas revoir beaucoup en fait, ou tu vas voir très peu, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, cette première partie du coup est oufissime, et en deuxième partie, voilà, ça redescend. On part sur un deuxième acte qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus contemplatif, mais
où c'est moins dynamique, le montage est très calme et très doux, où là on raconte vraiment une histoire, on fait passer certains messages, et il y a des choses un peu étranges qui se passent, et on arrive sur une fin où on finit un espèce d'arc, mais on est sur un gros cliffhanger évidemment qui est très space, très bizarre. Je sais pas si je vais dire que j'ai pas trop apprécié ou pas cette fin, je la trouve très étrange en fait. C'est le bon mot, space, c'est vraiment space de ouf, ce que je disais. Et du coup, je dirais qu'au final, le seul petit point noir, c'est le scénar, dans le sens où là, on est tellement sur une écriture, une présentation du lore intensive dans sa première partie, et que dans la deuxième partie, voilà, on est plus sur, je dirais, une écriture classique de n'importe quel film, j'ai envie de dire, que du coup, bah, on a tendance peut-être pas à s'endormir, mais bon, à souffler un petit peu, on va dire, quoi, comparé à cette première partie. Et voilà, le dernier sentiment qu'on a, évidemment, quand on sort de cette salle, enfin, moi que j'ai eu et que mon pote a eu aussi, c'est que on était très mitigés, on a beaucoup adoré cette première partie et un peu moins cette deuxième. Et du coup, on t'envoie tellement claque dans la gueule que tu te dis, ok, mon pote, c'est bon, je suis prêt, je vais avoir 2 heures dans la gueule comme ça, let's go. Et au final, ça redescend, donc du coup, tu fais, c'était bien au début, pourquoi tu en donnes pas un peu plus? Mais voilà, en tout cas, très très hâte de voir la suite, ça c'est clair et net. Pour 2026, c'est cool, ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Très très hâte. Et voilà, je pense que pour la partie no spoil, j'ai fait le tour. On va rentrer du coup maintenant en partie spoil pour parler de certains détails scénaristiques. Donc voilà, pour ceux qui vont nous quitter maintenant, je vous invite évidemment à liker cette vidéo, c'est hyper important, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Commentez, partagez, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, ou au contraire, est-ce que je vous ai hypé ou pas du tout. Mais surtout, le plus important, c'est vous abonner. On n'est pas loin des 400, donc c'est le moment de s'abonner, faut y aller, let's go, on y va. Et sinon, voilà, de me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus, voilà. Comme ça, vous pouvez suivre toutes mes réactions au cinéma ou même à Twitch, il y a plein d'autres choses que je fais à côté. Et nous, on se retrouve en partie spoil. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Alors, cette partie spoil, on va surtout parler des personnages et du scénar. Ce qui est très important, c'est que je pense que l'interprétation que tu peux avoir et les sentiments que tu peux avoir aussi pour les personnages sont très subjectifs. Je pense que d'une personne à une autre, ça peut très changer et ça peut être très varié. Donc moi, je vais vous donner mon avis, c'est le mien, vous serez d'accord ou pas. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, évidemment. On commence par Aaron Taylor Johnson, que j'ai trouvé déjà en termes de casting hyper bien. Il a un bon rôle, il le tient super bien. Je trouve que tout son personnage est compréhensible. Voilà, le fait que il est quand même assez protecteur avec son fils, mais il veut quand même l'emmener très très tôt, jeune, sur le terrain, pour qu'il puisse s'adapter à ce que c'est réellement et pas que aux entraînements. Et on voit qu'il le pousse bien, hein, vu qu'il l'emmène plus jeune que les autres enfants, ça se voit qu'il l'entraîne beaucoup. Là, il a ce rôle de père qui tient très à cœur. Évidemment, son rôle de mari est plus compliqué parce que sa femme, du coup, est malade, elle a un cancer, du coup, on l'apprend plus tard dans le film. Et voilà, il n'hésite pas, du coup, à aller vers une autre femme parce que ne peut plus avoir ces sentiments d'amour qu'il a avec sa femme. Vu comment elle est malade, c'est compliqué. On est dans un monde qui est pas facile à vivre aussi, donc moi, personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que je comprends, du coup. Eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Alors sa femme, du coup, c'est assez différent parce que elle, voilà, c'est pas un personnage très actif du long métrage et qu'on voit pas évidemment pendant toute cette première partie. Parce qu'évidemment, voilà, la première partie c'est vraiment le père et l'enfant et la deuxième partie c'est la mère et l'enfant. Et voilà, dans cette première partie, on la voit juste voilà, allongée dans son lit à péter un plomb. Et ensuite, dans cette deuxième partie, voilà, on la développe un peu plus, où on la voit beaucoup plus du coup, elle a toute sa tête. Voilà, elle arrive même à sauver son fils à un moment. Alors, des éléments scénaristiques où je trouve que le rôle de la mère est vraiment utilisé pour déclencher des éléments scénaristiques, on va dire, un peu plus faciles pour faire avancer l'histoire. C'est un peu une facilité scénaristique, la mère. Du coup, souvent, on va utiliser des fois un peu sa démence ou sa clarté pour les sortir de certaines situations ou pour faire avancer les scénarios comme ça les arrange un peu. Donc voilà, comme cette fois où elle sauve son fils, l'autre fois où elle sauve du coup le bébé d'une infectée, où elle l'aide à mettre bas du coup, où on se rend compte que du coup cet enfant infecté n'est pas infecté, c'était du coup la femme de l'alpha, et c'est pour ça qu'après l'alpha lui veut retrouver son bébé jusqu'à la fin.
Et on sent que, voilà, que ce bébé aura un rôle important, hein, pour la suite de l'histoire, et que là ça a été amené un peu bizarrement, à même de vouloir le garder et tout, où on sent que, voilà, que la mère et son fils sont un peu ont ce sentiment un peu neuneux, j'ai envie de dire, dans un univers où faut survivre et faut pas hésiter. Et du coup, la mère, voilà, reste un minimum assez touchante, surtout pour son dernier acte. Et le fils, voilà, on enchaîne du coup en lien avec le fils, où le fils peut être aussi assez insupportable, surtout dans son milieu de film et dans sa deuxième partie, où voilà, on le voit que dans la première partie, il suit les calls de son père, voilà, il y arrive très bien, des fois il y arrive un peu moins, il apprend, son père le rassure et tout, nanana. Dès qu'il voit que son père évidemment trompe sa femme, et que il a un peu baissé les bras par rapport à la maladie de sa mère, parce qu'ils n'ont pas de médecin, donc ils peuvent pas la soigner, ils savent pas ce qu'elle a, voilà, lui il pète un câble, il veut carrément renier son père de sa famille, nanana. Donc personnellement, moi, j'étais en mode, mais quel petit con ce mec, en fait, tu vois. Bref, il se rend compte un peu au fur et à mesure du temps que s'il faisait ça, c'était aussi pour le protéger, mais voilà, le mec laisse du coup son village en danger en partant, du coup en brûlant un truc et en partant avec sa mère, pour essayer d'aller retrouver ce médecin un peu mystérieux. Donc il a failli mourir quelques jours avant avec son père dans la nature, et il emmène sa mère qui est complètement démente pour essayer de trouver un médecin qu'il connaît même pas. Donc évidemment, bon, on va se servir de l'excuse du fils qui veut sauver sa mère de sa maladie, mais bon, évidemment c'est un peu tiré par les cheveux et un peu con évidemment de sa part. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, avec certaines facilités scénaristiques, même avec le Cédois qui rencontre, voilà, ça s'est amené un peu de nulle part aussi. Juste pour une scène un peu stylée, mais c'est tout. Où ça les amène du coup au médecin. Le médecin qui est hyper stylé, je trouve que il fait un taf de fou. Le personnage est hyper intéressant. Ralph Fiennes, il fait vraiment un taf de fou. On le voit pas assez, c'est dommage. J'espère qu'on sera amené à le revoir par la suite. Ah, il explique certains trucs du lore et tout. Enfin, il explique des choses qui sont vachement cool. Oui, il est un peu étrange, ça c'est clair et net, mais bon, ça fait 13 ans, je crois qu'il dit qu'il vit tout seul et qu'il fait ces trucs un peu chelous là. Mais voilà, tout le message qui est passé par rapport à tout ça, voilà, par rapport au deuil, par rapport à la maladie qui peut pas être sauvée. Il y a plein de petits messages qui sont passés, qui sont sympas dans cette deuxième partie, mais c'est très lent, on s'ennuie un peu. Enfin, on s'ennuie par rapport à la première partie en fait. Surtout ça. Et voilà, il y a aussi un peu ce truc de pourquoi est-ce que le père bouge pas son cul. Au final, du coup, le gamin laisse le bébé à l'entrée de la porte de leur communauté, et lui laisse un message disant qu'il veut continuer à vivre un peu seul dans la nature avant de revenir. C'est seulement là que du coup le père pète un plomb et se dit il a deux doigts d'y aller dans la mer et d'aller les chercher, il comprend pas trop. Et il a fallu attendre quand même ça pour qu'il y aille, alors que au final, ce que je m'étais dit, c'est que quand le gamin emmène sa mère chercher le médecin, on aurait du coup là une double lecture du film, où on aurait l'histoire de la mère et du fils qui essaient de trouver le médecin, et le père, lui, qui essaye de les retrouver, essayer de les ramener, de les sauver. Bon, au final, ça n'a pas été fait comme ça, donc voilà. Et voilà, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé, c'est ce truc coupé en deux parties. Mais sinon, voilà, point positif, voilà, je le redis, hein, les scènes sont tellement belles, sont tellement magnifiques, la photo, la façon dont c'est filmé, la mise en scène, mais merci. Danny Boyle, c'est vraiment ouf. Plaisir de voir des films filmés comme ça. Direction artistique, évidemment, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais oui, la direction artistique est superbe. On s'y croirait vraiment, les décors, les costumes, les maquillages, le sang, tout ça, là, la direction artistique est folle. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, tout est génial dans le film, sauf le scénario et la mise en scène de sa deuxième partie. Voilà, c'est tout. Du coup, le problème, c'est que vu que ça a tendance, je trouve, de mon point de vue, je le redis encore une fois, à, je vais pas dire gâcher le film, parce qu'on va pas en arriver jusque là non plus, mais on aurait pu être sur une très très grosse réussite, et on aurait juste sur un... Ouais, c'était cool. Voilà, c'était juste cool, alors qu'on aurait pu sortir avec ce... Ouais, c'était génial, voire peut-être même grandiose. A voir du coup comment ça se passera par la suite, parce que la suite n'est pas réalisée par Danny Boyle, c'est réalisé par une réalisatrice. C'est réalisé par Naya DaCosta, qui a fait... De Marvel, c'est Candyman. Bon alors, de Marvel, ces gens pensent ce qu'ils veulent, mais il y avait quand même du bon à tirer de ce film. Donc voilà, elle est très très jeune, elle a 35 ans, alors que Danny Boyle en a 68, je crois. C'est ça, 68 ans. Alex Garland, il a quel âge lui? Il doit pas être tout jeune aussi. 55, ça va. Donc voilà, ce sera totalement autre chose. J'espère évidemment qu'on retrouvera aussi Cillian Murphy. Et on verra où tout ça nous mène du coup. Ça, très très hâte de voir en tout cas cette suite. Bref.
je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous êtes encore là, je suppose c'est que vous avez vu le film, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord un peu avec moi ou pas du tout. N'hésitez pas, inondez-moi cette partie commentaire. Et puis voilà, on va se quitter là. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, tout ça c'est hyper important. Suivez-moi sur tous les réseaux qui sont là, voilà, suivez-moi partout, c'est hyper important aussi. Et le plus important surtout, c'est qu'on se retrouvera du coup la semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude, pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao.